avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Rebonjour Violaine. Bonjour Cédric. Bienvenue dans ton épisode bonus. Dans l'épisode général, nous avons parlé de ton premier livre, Maternité, Paternité, Parité, qui parle beaucoup du congé paternité coparent et de sa nécessité d'évolution, de transformation et surtout d'avoir quelque chose de beaucoup plus exigeant que ce qui existe là, et de ses bienfaits pour la société. Mais tu as écrit un autre livre qui s'appelle Le pouvoir insidieux du genre. Livre que je n'ai pas lu. Alors, c'est Le pouvoir insidieux du genre avec un sous-titre « Histoire courte qui en dise long ». Qu'est-ce que c'est ce livre ? Alors ce livre, c'est un livre beaucoup plus intime, qui est très complémentaire du premier, mais qui est aussi plus large en termes de périmètre abordé, puisqu'on dépasse le cadre de la parentalité pour parler de la façon dont on intériorise au quotidien les normes de genre et pour révéler ces processus d'intériorisation, j'utilise le récit principalement. Donc à peu près 80% du livre est constitué de récits. Il y en a une bonne soixantaine, sachant que certains, c'est une juxtaposition de petites choses du quotidien qui ne sont pas des petites choses du tout. Et j'ai pris l'habitude de dire que c'est dans l'anodin que réside l'important. Pour expliquer ma démarche. C'est-à-dire que 80% du livre aborde soit des expériences personnelles, soit des expériences qui m'ont été racontées ou dont des personnes de mon entourage ont été témoins ou moi j'en ai été témoin. Et régulièrement, j'essaye de changer de place. C'est-à-dire que dans ces histoires, soit la personne qui est narratrice, alors en général, je n'utilise pas... en fait, tout est au-dessus. C'est-à-dire que j'essaye de happer ma lectrice ou mon lecteur par une interpellation avec le « tu ». Et donc, j'essaye de convier cette personne à rentrer dans le personnage qui pense, qui agit, qui vit telle ou telle histoire. Et donc, quand une demi-page à 5-6 pages, ça dépend des textes, eh bien... j'invite la personne qui lit à se projeter dans la place d'une femme, d'un homme, quelquefois d'un enfant ou d'une enfant, pour vivre et commenter ce qui se passe. Et quelquefois, le commentaire vient après. C'est-à-dire que j'utilise aussi une mise à distance dans certains textes, de façon à distinguer le récit de quelques commentaires qui peuvent venir. Par exemple, ça peut être des chiffres qui viennent après un récit sur les inégalités fiscales dans un foyer, par exemple. Eh bien, je vais apporter quelques éléments de commentaires par la suite. Ou bien, ça va être sur... alors, ça peut être toujours sur la partie financière, des écarts sur les retraites, après la façon dont la protagoniste a été traitée par son employeur, après un retour de congé maternité, par exemple. Ou bien, enfin, il y a plein de possibilités, mais je dépasse la parentalité, puisque je vais parler aussi bien de ce qui peut se passer dans l'espace public, dans la rue, ou bien au travail, indépendamment de la parentalité, mais aussi dans un hôpital. Et on va s'adresser, ça peut être aussi lors d'une conférence, une personnalité politique, par exemple, alors ça, c'est un article que j'ai aussi... qui a été aussi publié dans Slate, ça s'appelle « Ma femme est formidable », par exemple, et c'est un homme qui est élu quelque part, qui est invité à cette conférence et qui, lorsqu'on lui demande comment il articule ses temps de vie, omet qu'il a une vie de famille. Et donc, il raconte tout, sauf sa vie de famille, donc c'est merveilleux.
pour à la fin, lorsqu'il est quand même interpellé sur le sujet, à la fin, il va faire un beau compliment à sa femme par l'intermédiaire du micro, hein, mais évidemment. C'est quel brave homme. Puisque, bien sûr, quand même. puisque s'il est là, c'est grâce à elle, bien entendu. Bah oui, bah voilà. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, alors c'est un livre que j'ai écrit très librement en faisant une proposition à l'éditeur qui a retenu un premier texte que j'avais envoyé et qui m'a dit vous avez un peu carte blanche pour la structure. Et après, j'ai fait un chapitre qui s'appelle Digressions utiles. Et je commence par apporter une analyse des écarts de revenus entre les sexes qui est assez documentée. Et qui est un très bon complément à l'autre livre, donc Maternité, Paternité, Parité, puisque je montre comment, en fait, la catégorie des hommes parents, donc des pères, est extrêmement privilégiée en termes de revenus par rapport à tous les autres hommes et par rapport à l'ensemble des femmes. Tu sais que pour mon propre livre, j'ai repris une étude américaine qui parle du faveur bonus et que si je me rappelle bien du chiffre que j'ai mis dans mon livre, c'est qu'en moyenne c'est 6% en plus pour les pères, et en moyenne j'entends, et moins 4% en moins de rémunération pour les mères. Alors, je pense que ces chiffres sont largement sous-estimés, parce que ça va dépendre de ce que tu prends. Si tu prends un équivalent temps plein ou pas. Donc, on a un gros souci en France, en tout cas, d'indicateurs sur ces questions. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver une donnée régulièrement mise à jour chaque année, donc difficile de suivre les évolutions. Premièrement, donc ça c'est un point qui pour moi, s'il y avait des revendications à faire, ce serait très important de travailler sur les indicateurs et de les exiger de telle sorte qu'on puisse comparer des données d'une année sur l'autre et que ces données elles soient légitimement construites, correctement construites et qu'elles répondent à un attendu d'amélioration d'un fait social. Ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment pensé comme ça. C'est très français ça aussi. Ouais. Et puis c'est pratique parce que ça permet de ne pas voir le problème. Tu sais, c'est comme les statistiques ethniques qui sont interdites en France. Comme il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. C'est ça. Alors si on n'avait pas les statistiques concernant les femmes et les hommes, on ne verrait pas les inégalités de revenus entre les sexes. Donc c'est un point... C'est certainement une façon, transitoirement, on a besoin des données pour agir. Après, et je ne suis pas sûre qu'après, s'il y a un jour égalité, elle soit maintenue sans un contrôle réel de la réalité de cette égalité obtenue. Si un jour, c'est égal. Après, il y a une réalité quand même qui est là aujourd'hui, c'est que il y a des lois qui existent déjà pour l'égalité de droits professionnels aussi. Ouais. Il y en a franchement un paquet d'ailleurs qui existe pour l'égalité des sexes. Mais c'est qu'il y en a surtout un paquet qui ne sont juste pas appliqués, quoi. Ah oui. C'est assez dingue. Alors c'est dingue, mais c'est aussi que en fait on a un certain nombre de lois qui couvrent ce qui se passe à la main, ce qui peut se passer et qui est à la main des entreprises, alors qu'une grande partie des inégalités de revenus sont construites socialement par la façon dont la division sexuelle du travail est organisée. C'est-à-dire que si on a une grande partie des femmes à temps partiel et une grande partie et la grande majorité des hommes à temps plein, si on a des femmes qui s'unissent à des hommes régulièrement plus diplômés, plus âgés et mieux payés parce que déjà plus diplômés, plus âgés et à temps plein, et ben forcément, quand on compare les masses salariales des hommes et des femmes dans le monde salarié, on se retrouve avec des inégalités de revenus importantes. Donc, même s'il y a une part de discrimination qui est de la discrimination, on va dire, au faciès, ou en tout cas, ou à la situation de famille, etc., il y a déjà une organisation sociale des inégalités de revenus qui est fabriquée par la façon dont on s'unit socialement, sociologiquement, entre femmes et hommes, pour les couples hétéros, et puis par la façon dont on organise la parentalité dans notre pays. Donc, ce qui fait que les inégalités dont tu parlais avec les chiffres que tu avançais, moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes... alors, je les avais préparés tout à l'heure, mais si tu veux, je peux te donner. Par exemple, pour une heure de travail rémunérée, aujourd'hui, sur une période de 20 ans en France, alors c'est une heure de travail, c'est-à-dire que on compare la même chose. Okay.
Une heure de travail. Une femme en couple sans enfant touche déjà 7% de moins qu'un homme en couple sans enfant. Okay. Puisqu'elle a commencé déjà à prendre des tâches domestiques et lui des promotions. Rien qu'en étant en couple, donc sans même avoir des enfants. Ensuite, ça se creuse. Une mère touche 23% de moins qu'un père pour une heure travaillée. Alors, parce qu'elles n'occupent pas les mêmes emplois et qu'elles ne sont pas au même niveau dans les grades, dans les hiérarchies du travail, dans les strates professionnelles. Et tout temps de travail confondu, dans la population célibataire, les femmes gagnent déjà 10% de moins que les hommes. Et ce taux, après une mise en couple et 3 enfants, il atteint 63%. Ouais, ça, je l'avais vu, ça. Voilà. Quand on inverse, ça fait... parce que là, on compare le salaire des femmes avec le salaire des hommes. Mais si tu compares le salaire des hommes avec le salaire des femmes, tu obtiens que les hommes gagnent 170% de plus quand ils sont en couple avec 3 enfants par rapport aux femmes qui sont dans la même situation familiale. Ouais. Voilà. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement fort. Voilà. Ces chiffres devraient nous faire bouger collectivement. Et ça, ce sont des données qu'on peut retrouver dans ton livre. Donc, Oui, donc là, je consacre un assez long chapitre, même si ce sont des petites parties assez faciles à lire séparément, mais j'essaye de dresser un tableau de ce que c'est que la ségrégation horizontale, la ségrégation verticale, etc., en rendant assez accessibles ces notions pour qu'on comprenne bien comment sont structurées les inégalités et donc ce qu'il y a derrière les chiffres des inégalités de revenus. De façon aussi à ce qu'on ne laisse pas penser que s'il y a 25% d'écart entre les femmes et les hommes, c'est à poste égal, par exemple. Eh bien non, pas du tout. C'est pas du tout à poste égal. Ça tient compte de l'ensemble des positionnements des femmes et des hommes en matière de temps de travail et de métier. Donc, c'est pas du tout à poste égal. À poste égal, on est quand même à 9% d'écart. Donc, il y a quand même des choses à dire. Ouais, mais j'avais vu ça. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont souvent critiqués, repris par nos amis masculinistes. Oui. Nos ennemis, tu veux dire. Oui, bien sûr, c'était totalement... Mais j'aime pas non plus cette dichotomie. Non, mais disons, par les masculinistes. Par les masculinistes, c'est vrai. Restons là-dessus, c'est vrai. Pas d'ironie. Et c'est vrai que c'est marrant parce que quand eux reprennent ces chiffres, si tu veux, ils tiennent pas compte de... Alors, soit t'en as qui disent, mais c'est normal que les femmes soient plus à temps partiel parce qu'il faut bien qu'elles s'occupent des enfants et c'est la nature. Mais oui. Donc déjà, tu vois qu'il y a une case qui manque dans le raisonnement, ou peut-être tout court, mais dans le raisonnement en tout cas. Et après, il y a vraiment ce côté de ce manque de chiffres assumés, si tu veux, de statistiques assumées et publiques. En fait, tu as l'impression qu'en France, on peut remettre en question les chiffres à partir du moment où ça remet en question l'ordre établi, tu vois. C'est très facile. C'est très facile. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui nous manque, quoi. Un institut. Il y avait un observatoire des inégalités. Je ne sais pas s'il existe encore. Oui, il existe encore. Il a besoin de sous, mais il existe encore. C'est ça, parce qu'il est plus subventionné, par contre, c'est ça ? Alors, il y a un appel régulier à dons, oui, effectivement, mais je ne crois pas qu'il ait jamais été subventionné. Je crois qu'il a toujours été indépendant. Mais je me rappelle qu'en 2020, ou 2019, Macron a déclaré que l'État n'allait plus. Alors, c'était peut-être pas le même. Ah ouais ? L'Observatoire des inégalités. Pardon, alors je connais pas assez le sujet. Je me rappelle parce qu'un dessinateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alan Barth avait fait un dessin en disant si plus personne n'est là pour mesurer les inégalités, elles n'existent plus. Oui, ça c'est sûr, c'est facile. C'était très pratique. Et donc dans ton livre, il y a ce chapitre. Donc il y a un chapitre dédié à ça, bien sûr, parce que je pense que c'est un point clé de compréhension qui doit être accessible au plus grand nombre, de comprendre de quoi on parle chaque 8 mars ou autour du 8 mars, parce que généralement c'est à cette période-là qu'on en parle. Et le reste du temps, on s'en fout. C'est ça. Voilà. Et donc, comprendre de quoi sont constitués ces chiffres et avoir une logique critique vis-à-vis de ces chiffres, c'est-à-dire que quand on
on ne peut pas comparer, on ne peut pas parler de chiffres sans savoir si c'est en équivalent temps plein ou pas. Par exemple, est-ce que les temps partiels sont pris en compte ou pas? On n'a pas les mêmes chiffres. C'est important de comprendre de quoi c'est constitué et puis qu'on puisse du coup travailler ces questions, non pas en se disant les entreprises n'arrivent pas ou les entreprises ont des obligations qu'elles ne respectent pas. Si les couples se mettent en couple avec une certaine logique sociologique, l'entreprise elle a peu de champ d'action sur le sujet. Donc c'est hyper important qu'on comprenne notre responsabilité collective. Et notre responsabilité collective, j'essaye de l'illustrer à travers ces récits et puis après de proposer aussi un certain nombre d'actions, notamment parce qu'après je propose aussi dans ce livre des mouvements qui doivent avoir lieu selon moi, par exemple dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est quand même assez flagrant de voir que la mixité entre filles et garçons est vraiment un axe préservé, voulu jusqu'à la fin de la 3e, c'est-à-dire qu'on va réellement faire attention dans tous les collèges à ce qu'il y ait autant de filles on essaye qu'il y ait des filles et des garçons en proportion à peu près équivalente dans toutes les classes, c'est important. Et puis arrive la seconde, et puis là on commence à avoir des options, puis ensuite on va avoir des spécialités. Et étonnamment, le fait que ce soit plus du tout mixte et que donc les soi-disant choix personnels orientent les filières de façon à ce qu'elles soient sexuées, avec une mixité qui n'est plus là du tout, ça ne choque plus personne. Et puis on se retrouve dans l'entreprise des années après à reproduire donc, ce qui s'est passé dès la seconde, avec du coup des plombiers qui sont principalement des garçons, des coiffeuses ou des esthéticiennes qui sont principalement des filles, et puis des personnes qui font du sport qui sont principalement des garçons. Pareil pour l'informatique. Et puis, par contre, en santé sociale, on va avoir, et en soins de l'enfant, et donc tout ce qui concerne le lien, le soin, etc., on va avoir principalement des filles. Et puis, dans les entreprises, on va avoir la même chose qui va se reproduire à d'autres échelles, avec toutes les fonctions de service qui vont être davantage exercées par des femmes, et puis les sections, toutes les sections production, etc., qui vont être davantage, et les responsabilités, bien entendu, plus on monte, et qui vont être exercées et donc les gros salaires par des hommes. Voilà. Et là, on va dire aux entreprises, ça ne va pas, ce n'est pas mixte. Donc, comment vous allez faire parce que l'égalité des sexes doit passer par la mixité. Donc, comment vous mettez en place la mixité? Sauf que le système éducatif n'a pas du tout mis en place la mixité, puisque ça gênait personne qui ait des choix individuels. Sauf que ces choix ne sont pas des choix si individuels que ça, puisque tout est contraint par la façon, ou tout est en tout cas prescrit par la façon dont on a imaginé les trajectoires des filles et des garçons dans la société comme devenant des hommes et des femmes, avec cette dichotomie, cette séparation des sexes extrêmement claire dans les activités humaines. Et donc, on a laissé faire une division sexuelle du travail dès la seconde et dès le choix du lycée professionnel. Voilà. Donc, moi, je propose, par exemple, dans les propositions que je fais dans ce livre, que nous ayons une logique de mixité qui aille jusqu'à la fin des études. C'est-à-dire qu'il faut impérativement réserver autant, ou à 40-60, autant de femmes, autant de places pour des garçons que pour des filles, que les futurs travailleurs et travailleuses diplômés de chaque activité, dans chaque métier, et une place à l'avance. Et donc, si les enfants savent que dans la petite enfance, on accueille autant de garçons que de filles, et pareil dans l'informatique, on va peut-être mettre 5 ou 10 ans à obtenir à obtenir ce pourcentage de 40-60, mais le fait d'afficher ce pourcentage et de tout faire pour qu'il soit respecté dès les premières orientations scolaires, c'est une responsabilité de l'école que de mettre en place un système de mixité qui dure de façon... Ça passe le message. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Et donc, aux parents aussi. Et aux parents, voilà. Et aux parents, et qu'on normalise. Voilà. Moi, j'appelle, puisque c'est la norme actuelle que j'appelle à revoir, j'en appelle à normaliser une nouvelle norme. Une société ne peut pas être sans normes. Donc, il faut faire varier les normes. Et l'une des normes à modifier, c'est qu'on normalise
que l'ensemble des activités humaines soient exerçables par les femmes et les hommes de la même façon. Et du coup, tout individu, même ni homme ni femme, en réalité, évidemment. Pourquoi évidemment ? Parce qu'en normalisant, on va moins regarder de travers dans notre société des personnes qui ne s'engagent pas dans un genre particulier, dans leurs activités, dans leur façon d'être, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment important qu'on n'ostracise plus des gens qui ne sont pas en accord avec la règle de genre qui est imposée pour devenir homme et devenir femme, incarner la maternité, le soin quand on est une femme, se définir comme devant absolument plaire, etc. On peut très bien être né femme et vouloir incarner autre chose que cela. Et du coup, aller dans une trajectoire qui est très en décalage par rapport à la norme de genre habituellement prescrite aux femmes. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai pas pu m'empêcher de noter, que ce soit dans l'épisode général ou dans celui-ci, que tu parlais plutôt de rôle sexué que de rôle genré. Oui. Ça a c'est le fruit d'une réflexion ou c'est juste une habitude de propos ? En fait, je dis sexué volontairement. Alors, je travaille beaucoup avec certaines psychologues sociales et leur... alors, ça se discute. Moi, je parle de ce qui est prescrit comme norme de genre aux personnes dont le sexe est identifié fille ou garçon, féminin ou masculin à la naissance. Et donc, je préfère dire rôle de sexe parce que le genre imposé socialement est attribué à un sexe particulier. Et pour moi mon militantisme, enfin en tout cas mes réflexions et mes propositions concernent la remise en question de ce qui est imposé comme norme de genre, c'est-à-dire tous les attributs sociaux, à des personnes identifiées à la naissance avec tel et tel sexe. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise les rôles de sexe, voilà, ou la division sexuelle du travail. Moi, je suis assez d'accord avec toi parce que je te rejoins sur le fait que dans un monde où on connaît l'importance de la binarité de genre qui est attribuée à des sexes, on dit le genre qui est assigné à la naissance, je trouve ça très pertinent, et je tenais à te le dire, de parler de rôle sexué, justement parce qu'en fait, en ne parlant pas du genre, en ne le nommant pas, ça ouvre le champ du possible de sa non-existence. Exactement. Et je trouve ça super intéressant. Moi, dans ce livre, je me remets en question, enfin, ça fait partie des éléments, après je ne vais pas divulgacher ma conclusion, mais la question de la permanence des concepts de masculin et de féminin se pose. Ouais. Lorsqu'on s'attaque aux normes de genre, donc à ce qui est intériorisé comme rôle selon notre sexe de naissance, on questionne forcément la façon dont on construit le féminin et le masculin dans une société à une époque donnée. Il me semble que c'est important d'être au clair sur la conclusion, sur la mise en question de ces deux concepts-là, masculin et féminin, dans une perspective très lointaine, c'est-à-dire que plus on remet en question ces normes, et plus y a de la porosité entre le masculin et le féminin, et plus chaque personne sera capable d'incarner toutes les possibilités humaines, et donc tout va se croiser. Donc du coup, il n'y a plus d'utilité à utiliser ces concepts dans une vision idéale pour moi. Voilà, moi, c'est comme ça que Après, je n'invente rien. Il y a plein de gens qui pensent... Non, voilà. mais je trouve... alors, on va sûrement finir là-dessus, mais je trouve que dans le propos féministe aujourd'hui, en tout cas celui qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux plutôt,
donc que tu ne connais pas finalement beaucoup. Un peu, mais voilà. Le fait de parler de rôle sexué et pas de rôle genré, c'est déjà un acte militant en soi. Et en tout cas, je suis ravi tu vois, d'avoir réussi du moins d'avoir confirmé qu'on avait la même vision du sujet, parce que je te rejoins complètement sur le fait que c'est justement en mettant en avant, parce que parler de rôle sexué, tu vois, je trouve que justement c'est ça qui fait mal. Tu vois, quelque part aussi, ça fait mal à entendre. Oui. De dire que c'est, tu vois, que c'est ça qui pose problème, mais en même temps, c'est justement là le sujet, quoi. C'est que si on se dit que le sexe n'est plus un caractère déterminant du rôle qui est attendu de la personne parce qu'elle a ce sexe-là, oui, ça l'éclaire ma phrase, oui, c'est bon. Oui. Mais justement, en fait, là, on détruit le genre. Oui, mais on peut. Enfin, moi, je suis pas forcément critique sur le propos qui dirait qu'on peut parler de rôle. On peut parler de rôle genré aussi. Ça, oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Enfin, je pense que je suis pas hyper comment dire fermée sur ce terme. Moi, je suis à l'aise avec cette appellation-là. Elle me parle. Mais d'autres personnes peuvent utiliser rôle genré pour décrire ce qui se passe socialement. Moi, je veux mettre l'accent sur le fait que c'est le sexe de naissance qui va être déterminant. Fait qu'on nous assigne un genre. Exactement. Voilà. Et c'est ça que je veux dire. Ouais. Et c'est soutenu par des personnes plus qualifiées que moi, mais qui peuvent avoir une vision différente d'autres personnes dans le monde universitaire, hein, par exemple. Donc, voilà, moi, je vais parler précautionneusement, mais moi, c'est ce que j'entends. C'est ce que je comprends, c'est ce que j'entends et c'est ce que je souligne avec cette expression. Voilà. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est qu'on peut très bien, tu vois, parler de parce que tu sais, beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, on raisonne beaucoup de manière binaire et en dichotomie, tu vois. C'est-à-dire que si tu parles de rôle sexué, c'est que tu es contre le genre, alors que pas du tout. C'est juste que tu as un chemin d'approche qui est selon moi très pertinent, mais ça c'est un avis qui ne concerne que moi. Mais tu as un chemin d'approche qui est le tien et qui a une vraie pertinence, et ça n'empêche pas de parler de rôle genré par ailleurs, quoi. D'ailleurs, moi-même dans mon livre, je parle bien des stéréotypes de genre, et c'est pas du tout un problème d'en parler. Mais je trouvais ça en fait, si tu veux, ça m'a vraiment interpellé depuis l'épisode général, et je trouve ça très pertinent. Voilà, je tenais à le dire. Merci. Et je vous encourage. Oui, Violaine va nous lire un petit extrait de son livre, un extrait choisi. Et nous terminerons cet épisode bonus là-dessus. Donc je la laisse. Je vais meubler le temps de trouver le Je vais passage. choisir un petit passage que je proposais de lire qui s'appelle Rituel sournois. Voilà, ça commence par 2019. Je t'écoute. À chaque fois, je dis la date de l'épisode en question, de ce qu'il s'est passé. Un jour de janvier, tu déposes Amélie à la crèche et tu précises à l'éducatrice que c'est son père qui viendra ce soir la récupérer. C'est son tour. Comme chaque lundi, tu mets ton alarme sur ton téléphone pour bien penser à le lui rappeler. Il est si distrait, il n'y penserait pas sans toi. Une fois, il a oublié, ça t'a vacciné. Désormais, tu sais qu'il ne faut compter que sur toi. Tu prends ton poste préoccupé, la tête pleine de ta liste de tâches. Tu penses plusieurs fois dans la journée à cette soirée qui commencera sans toi, donc tu en profites pour noter sur ton mémo la liste des courses et ce que tu prévois de préparer ce soir. Tu reprends ton travail. Tu repenses à ce qu'il va faire à ta place ce soir. Il pourrait passer prendre des couches en sortant de la crèche. Tu as remarqué qu'il n'y en avait presque plus. Tu le lui demanderas tout à l'heure puisque tu vas l'appeler comme d'habitude, pour être sûr. Tu replonges dans ton travail. À 17h, comme chaque semaine, tu passes ton coup de fil. T'oublies pas de prendre Amélie ce soir. Et tu peux racheter des couches ? Il n'y en a plus. Oui, ne t'inquiète pas, j'ai mis ma sonnerie, mais merci de me le rappeler. Il raccroche. Tu ne l'entends pas soupirer. Le même jour de janvier, c'est lundi. Comme chaque semaine, tu as démarré aux aurores ce matin et sortiras suffisamment tôt ce soir pour récupérer ta fille à la crèche. Tu adores le lundi. Enfin, ça dépend. Tu es partagé en fait. Tu ne sais pas trop formuler ce que tu ressens. D'un côté, tu as hâte de voir Amélie te tendre les bras quand tu arriveras ce soir, avec son grand sourire enjoué et sa course à petits pas vers toi. D'un autre côté, tu sais que tu auras droit à une série de recommandations, de rappels,
de trucs à faire et autres instructions transmises par téléphone une demi-heure avant l'heure de la crèche, par sa mère inquiète. Parce qu'une fois, tu as manqué l'heure. Parce que désormais, tu risques, d'après elle, de toujours manquer l'heure. Elle a crié comme jamais ce jour-là. Elle s'est emportée comme si tu étais un monstre. Tu t'es excusé, rattrapé comme tu as pu, mais impossible de revenir en arrière, de gommer ce moment qui fait partie désormais des annales familiales. Des anecdotes racontées aux copines, à Noël, aux parents, le père à qui on ne peut pas faire confiance. L'expérience l'a prouvé. Ta journée se déroule sans anicroche. 17 heures. Le téléphone va sonner, comme d'habitude. D'ailleurs, il sonne. Tu réponds. « Oui, oui, ne t'inquiète pas, j'ai mis ma sonnerie, mais merci de me le rappeler. » Tu raccroches. Tu soupires. Tu n'avais pas remarqué qu'il n'y avait plus de couches. De toute façon, elle a l'œil sur tout. Elle est en veille. Alors à quoi bon mobiliser aussi ton attention pour scanner les placards de la maison? Elle s'en occupe et te fait des listes que tu exécutes. Tu as un peu 8 ans le lundi soir. Elle est doublement maman le lundi soir. C'est mi-confortable, mi-insupportable. Waouh. Je pense que ça a parlé à beaucoup de gens. J'espère. Et je te remercie dans ta lecture de ne pas avoir précisé qu'on changeait d'angle. Je trouvais ça très pertinent aussi. Merci beaucoup. Je vous encourage à lire le livre de Violaine, Le pouvoir insidieux du genre. Merci beaucoup Violaine, encore une fois. Merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.